Le 15 juillet 2018, c'est le nouvel an chinois à Wangping, un village au nord de la Chine. Zhang Koko, un homme de 36 ans, est assis à la fenêtre en train de contempler les feux d'artifice et les festivités. Après ça, Koko empaquette ses affaires et se dirige vers le cimetière. Il met un masque, un chapeau et exécute 3 personnes de sang-froid. 2 jours plus tard, la police l'arrête, il avoue tout et se dit extrêmement heureux et soulagé d'avoir fait ça. Durant son procès, la majorité de la population chinoise est contre sa condamnation. Qui est Zhang Koko et pourquoi reçoit-il autant de soutien? Qui sont ces 3 personnes qu'il a attaquées? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Coucou besties, j'espère que vous allez bien, moi ça va même si personne ne m'a rien demandé et je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Spookisha, c'est pas mon vrai prénom, je m'appelle Shaima. Et je vous raconte des histoires de faits divers en me maquillant, donc si t'aimes le fait divers et le maquillage, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne énormément de force. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais super stressée à l'idée de filmer, je pense que j'ai trouvé une solution qui me permettrait d'être plus productive. Je sais que vous m'avez demandé de faire des vidéos hyper longues, mais je pense que c'est ça qui me stresse. Faut que j'arrête de mettre en tête de faire que des vidéos longues, je pense que je vais vous faire du contenu plus régulier, mais pas forcément qui dure 30, 40, 50 minutes. Et une fois de temps en temps, je vous sors une vidéo très longue, comme ça me permet de travailler dessus en tâche de fond, de vous la sortir dès que je peux et de vous fournir du contenu comme ça assez régulièrement. Enfin bref, trêve de blabla, on rentre directement dans le sujet. L'homme dont je vous ai parlé au début s'appelle Zhang Koko. Je m'excuse par avance pour ma prononciation des noms dans cette histoire parce que je maîtrise pas le mandarin. Et pour comprendre comment il en est arrivé là, il est intéressant de faire un tour dans son enfance. Koko est né le 6 janvier 1983 en Chine. C'est le cadet de sa famille. Il a une grande sœur et il vient d'une famille relativement modeste. Voilà, c'est une famille d'agriculteurs, ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'est un bon garçon, il s'entend bien avec tout le monde. On dit de lui que c'est un fils à maman. Il aide régulièrement ses parents dès qu'il a du temps à la ferme. Je sais pas si ça se dit comme ça se dit peut-être une exploitation agricole. Enfin bref, il donne un coup de main à ses parents. Il adore l'école, il est très bon dans ce qu'il fait. Ses parents sont très fiers de lui. En bref, c'est un garçon tout à fait normal dans une famille heureuse. Toute cette belle petite famille habite à Wangping, dans la province de Shaanxi, dans le nord de la Chine. Gardez en tête que c'est une zone extrêmement rurale. On est très loin de l'image qu'on se fait de la Chine avec les grandes mégalopoles comme Shanghai, Pékin, etc. On est dans une zone au milieu des montagnes où la source principale de revenus est l'agriculture. Là, je vais vous introduire un concept qui est assez important pour la suite, mais sachez qu'il y a 2 versions de cette histoire-là, mais en soi, la finalité est la même. Les gens dans les villages sont très proches entre eux, et la famille Zhang s'entend très bien avec leurs voisins qui sont également agriculteurs et fermiers, et qui sont la famille Wang. En Chine, dans les zones rurales, les grandes entreprises passent des espèces de contrats avec les fermiers et les agriculteurs pour leur assurer d'acheter toutes leurs récoltes et ces contrats rapportent énormément d'argent aux agriculteurs. Ce sont des contrats qui sont extrêmement rares, ils durent 2 ans et ça crée pas mal de tensions et de concurrence dans les villages. Dans le village où habitaient les Zhang et les Wang, il n'y avait qu'un seul contrat à disposition de tout le monde, chose qui a semé la zizanie entre les 2 familles. Les 2 familles se déchiraient littéralement, elles qui autrefois étaient amies pour avoir ce fameux contrat. Et un jour, la maman Zhang, qui s'appelle Furu, est allée voir la famille Wang avec un espèce de deal où elle leur proposait d'alterner le contrat. En gros, les 2 premières années, ce seraient les Wang qui bénéficieraient du contrat avec la grande distribution et les 2 années qui suivent, c'est le tour des Zhang. Je suis encore désolée pour ma prononciation, je sais très bien que c'est pas ça, mais j'espère que vous arrivez à suivre. L'idée est vraiment pas mal, elle convient aux 2 parties et un accord verbal a lieu. Sauf que au bout de 2 ans, les Wang se sont habitués à cette rentrée d'argent, ils vivent très bien depuis qu'ils ont le contrat et ils n'ont pas vraiment envie de revenir à leur vie d'avant, ce qui fait qu'ils contactent la multinationale en disant qu'ils veulent continuer le contrat avec eux et n'honorent pas la promesse qu'ils avaient fait aux Zhang. Ça crée une énorme dispute entre les 2 familles et c'est clairement le début du gros bazar qui suit. Dans la deuxième version de la dispute, ce n'est pas à cause du contrat qu'il y a eu un désaccord, mais plutôt à cause d'un espèce d'incident diplomatique. En gros, si j'ai bien compris, tous les ans, il y a une fête de la pastèque. Oui, je sais, une fête de la pastèque, ça peut peut-être sembler bizarre, mais nous, on a bien la fête de la bière. Et personnellement, je préfère la pastèque. Durant cette fête, il est de bon goût d'offrir aux autres des pastèques, c'est un symbole de chance, etc. Et cette année-là, la famille Zhang n'en a pas offert aux Wang, ce qui a créé un conflit entre eux. Comme je vous ai dit, il y a 2 versions différentes, mais en soi, la finalité est identique. Les Wang et les Zhang se sont disputés. Après cette dispute, l'ambiance entre eux et au village est devenue exécrable. Les 2 familles passent leur temps à s'insulter, et dans cette histoire, c'est Furu
la maman Zhang qui est le plus énervée, la plus véhémente. Et petite parenthèse sur cette dame, j'ai lu dans certains articles que c'était quelqu'un de relativement calme et posé qui a essayé de faire appliquer le contrat dont ils avaient parlé oralement par plusieurs membres du village. Et dans d'autres articles, j'ai lu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes différentes dans le village. Elle était connue pour créer des histoires. Ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite, donc gardez la version que vous préférez et si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, revenons-en à l'histoire. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de tensions entre tout le monde. Ça reste cordial jusqu'au 27 août 1996. Ce jour-là, Madame Wang et sa fille aînée rentrent chez elle et en arrivant devant leur porte d'entrée, ils trouvent un des fils Wang, le fils du milieu, assis devant. Pour les Wang, je suis désolée, je n'arrive pas à prononcer leur prénom, donc vous vous contenterez du fils aîné, du cadet et du fils du milieu, sachez qu'ils étaient 3. Bref, Madame Wang demande au fils du milieu s'il peut se pousser pour la laisser rentrer, il ne voulait pas et elle lui a craché au visage. Le garçon, qui a 20 ans au passage, n'a pas du tout apprécié son geste et une dispute éclate. En entendant le bruit de la bagarre, plusieurs personnes arrivent, vous savez comment c'est dans ces cas-là, et le reste de l'histoire de la dispute est très flou et change en fonction des personnes auxquelles on va demander la version. Les 2 autres frères Wang ont rejoint la bagarre avec une barre de fer. D'ailleurs, la provenance de cette barre de fer, c'est un peu un des points sombres de cette bagarre parce que certaines personnes disent que c'est Madame Zhang qui allait la chercher pour se défendre face à 3 garçons qui ont entre 17 et 22 ans et d'autres personnes disent que c'est un des fils Wang qui l'a ramené avec lui pour défendre son frère. On sait pas d'où elle vient cette barre de fer, mais en tout cas elle était là. Je vous ai dit, c'est une grosse dispute, c'est le chaos et à un moment donné, la barre de fer arrive en plein dans la tête de Madame Zhang. Elle s'écroule complètement au sol et là, silence total alors que c'était le chaos 2 secondes avant. Elle est inerte et immobile au sol, il y a du sang qui coule et personne ne sait quoi faire. Rappelez-vous bien, le village en question est au milieu des montagnes, la famille Zhang est pauvre et là il faut amener Madame Zhang à l'hôpital. Donc les Zhang vont commencer à négocier avec les Wang pour leur demander d'appeler un taxi pour amener la maman Zhang à l'hôpital. Malheureusement, ce 26 août 1996, autour de 22h, Madame Zhang décède de ses blessures. Et là, il y a un passage hyper traumatisant de l'histoire qui va arriver et c'est un truc auquel j'avais jamais réfléchi parce que nous, en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale, mais il y a des pays où les soins, ça coûte super cher et décéder, ça coûte encore plus cher que de se faire soigner. C'est le cas en Chine, donc le soir du décès de Madame Zhang, sa famille est appelée et ils lui demandent de venir la récupérer à l'hôpital. Vu qu'ils peuvent pas payer, ils peuvent pas la garder. J'ai vraiment du mal à imaginer le choc que ça a dû être pour sa famille d'entendre ça. Ils ont donc fait tout le trajet retour avec le cadavre de la mère à l'arrière. Et encore une fois, je me répète, je trouve ça ouf. Bref, la famille Zhang rentre au village, ils sont peinés, mais ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est que les Wang payent pour ce qu'ils ont fait. Ils alertent alors les autorités pour que quelque chose soit fait. Les autorités voulaient pas vraiment les prendre au sérieux au début, mais à force d'insistance, une enquête est ouverte. Et il y a un petit détail que j'ai oublié de vous donner, c'est qu'en gagnant beaucoup d'argent, les Wang sont devenus des gens de pouvoir dans la région. Leur fils aîné est devenu gouverneur et c'est en partie pour ça que les autorités ne voulaient pas ouvrir d'enquête. Quand on voit combien ça a été difficile pour que Sarkozy soit condamné, c'est compréhensible. Un médecin légiste est affecté à cette affaire et il vient faire l'autopsie sur le corps de la défunte dans la maison même. Ils vont donc faire toutes les analyses, ouvrir Madame Zhang, lui ouvrir le crâne, retirer sa cervelle dans la maison familiale sous les yeux des 2 enfants et surtout du petit Coco. Non, franchement là c'est trop bizarre. Vraiment c'est la pire manière de faire. Pour information, en 1996, Coco a 13 ans. Et c'est tout sauf un spectacle pour un enfant de 13 ans. D'ailleurs, après ça, Coco dira que ça a été l'un des événements les plus traumatisants de sa vie, chose que toute personne censée peut comprendre. L'épisode de la dispute, l'hôpital, l'autopsie va marquer à tout jamais ce petit garçon. Après cet épisode, la sœur aînée de Coco expliquera qu'il y a eu un avant et un après. Le petit garçon a été quelqu'un de très joyeux, extraverti avant la bagarre. Après l'autopsie, c'est devenu quelqu'un d'hyper renfermé sur lui-même, hyper introverti et ils n'ont jamais réussi à le revoir comme avant.
Mais toute cette histoire d'autopsie aura quand même servi à quelque chose puisque le médecin légiste affirmera que c'est à cause du coup reçu sur la tête que Madame Zhang est décédée. Il faut arrêter le coupable et c'est là que notre affaire prend un tournant un peu discutable. Il y a plusieurs témoignages qui vont dire que c'est le fils du milieu qui a tapé sur la tête de Madame Zhang, celui avec lequel la dispute a commencé, mais les Wang vont soutenir que c'est le fils cadet, le plus jeune. Et la police va interpeller et incarcérer le plus jeune des fils Wang. Le fils cadet avoue, il dit que c'est bien lui qui a tapé Madame Zhang sur la tête, malgré le fait que tout le monde dise le contraire. Et là, vous vous demandez très certainement pourquoi il s'est accusé d'un truc qu'il n'a pas fait, un truc aussi grave que tout le monde l'a soutenu dans sa démarche. La raison est toute simple, il était mineur au moment des faits. Vous n'êtes pas sans savoir que les peines pour les mineurs et les majeurs sont foncièrement différentes. Je crois qu'en France, le maximum qu'un mineur peut avoir, c'est 10 ans d'emprisonnement et en Chine, c'est à peu près pareil. Et là, je suis en train de me demander si personnellement j'avais été dans son cas, est-ce que j'aurais accepté de porter le chapeau pour mon frère ou ma soeur? Pour revenir au fils Wang, son procès s'ouvre très rapidement après et il y a un truc que je ne savais absolument pas et que j'ai appris en écrivant le script de cette histoire, c'est que la justice chinoise est extrêmement rapide quand il s'agit de juger les gens. Ce qui n'est absolument pas le cas en France sans vouloir shame personne. Le procès se tient et l'accusé, le fils cadet, écope d'une peine de 7 ans de prison. Petite parenthèse, c'est la shaima de la fin de la vidéo. Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner, bestier? Et il n'a même pas été condamné pour homicide. La famille Zhang est écœurée par ce jugement, d'autant plus qu'ils soutiennent que ce n'est pas lui qui a fait ça. La famille Zhang a également demandé des dommages et intérêts pour couvrir le traumatisme lié à la perte de Madame Zhang. Ils ont demandé l'équivalent de 29 000 € et ils ont reçu un peu plus de 1 200 €. Apparemment, c'était même pas assez pour couvrir les frais liés à son enterrement. À ce moment-là, ils se sentent trahis, insultés, pas respectés, pas entendus et ils ne peuvent rien faire de plus. Voilà comment s'est soldé cet incident qui est parti de rien. Ça s'est plutôt bien terminé pour les Wang et très mal pour les Zhang, ce qui a créé énormément de ressentiments entre eux, d'autant plus qu'ils sont voisins. Et quand je vous dis qu'ils sont voisins, ils habitent des maisons qui sont contiguës, ils ont un mur en commun. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils rentraient chez eux, ils voient la maison de ceux qui ont tué furieux. J'imagine que c'est hyper compliqué de faire son deuil dans ces conditions-là. Ils les voient continuer de vivre leur vie normalement, comme si de rien n'était. Le fils du milieu continue à vivre alors qu'ils savent pertinemment que c'est lui qui a donné le coup. Ils continuent d'amasser les contrats avec la grande distribution pendant que eux galèrent. Ils les voient s'épanouir en tant que famille pendant que eux sont endeuillés. Pour en revenir à Coco, c'est celui qui a le plus mal vécu toute cette situation et il passe son temps à expliquer à tout le monde, à qui veut bien l'entendre, qu'un jour, il va venger sa mère. Il ne sait pas encore quand, il ne sait pas encore comment, mais ça arrivera. Quelque temps après, il quitte l'école tout simplement pour aller donner un coup de main à son père, trouver un travail pour lui permettre de gagner un peu d'argent, ainsi aider sa famille. À l'âge adulte, il rejoint les rangs de l'armée en tant que parachutiste, principalement parce qu'il n'a pas pu aller à l'école. Donc l'armée, c'est la seule solution stable qui s'offrait à lui. Son père l'a encouragé à rejoindre l'armée en lui expliquant qu'il aurait une vie bien plus stable comme ça. Coco a accepté, mais lui, il avait qu'une idée en tête, c'était apprendre des choses pour pouvoir venger sa mère. Quand je vous dis qu'il est déterminé à venger sa mère, c'est une idée qui ne le lâche plus. Et il le dit ouvertement à tout le monde. Il l'a expliqué à son instructeur quand il est arrivé. Ce dernier a eu un peu pitié de lui. Il s'est lié d'amitié avec lui. Il a essayé de le convaincre d'abandonner son idée de vengeance. Ça a un peu marché parce que Coco a repris foi en l'humanité. Il a décidé de trouver un travail en sortant. Sauf qu'après l'armée, il n'avait toujours pas de formation. Ce qui l'a fortement empêché de trouver du travail. Il enchaîne les petits boulots aux quatre coins de la Chine. Il amasse pas mal d'argent qu'il met de côté pour son père, qui est toujours aussi pauvre. En août 1997, il termine une mission et décide de rentrer à la maison avec son papa. Il y a une bête qui tourne autour de mon visage depuis tout à l'heure, ça m'agace. Il a 35 ans, il est toujours pas marié, il n'a pas de travail stable et il vit ça comme une injustice. Parce que de l'autre côté de sa fenêtre, les Wang, quant à eux, vivent une vie de palace. Les parents ont amassé assez d'argent pour être à la retraite, tous les fils Wang
sont mariés, ils ont tous de très bons postes. Même celui qui était en prison, quand il est sorti, grâce aux relations de son frère, a trouvé un travail sans problème. Ça, comme je vous l'ai dit, Coco le vit réellement comme une injustice. Il n'arrive pas à comprendre que de l'autre côté de sa fenêtre, ceux qui ont tué sa mère puissent vivre leur vie tranquillement. C'est comme ça que son idée de vengeance, qu'il avait mis de côté pendant des années, refait surface. Petite avance rapide jusqu'au Nouvel An chinois en février 2018. Pour vous donner un peu de contexte sur le Nouvel An chinois, c'est une fête gigantesque. Les festivités durent environ un mois et pour vous donner un équivalent, c'est un peu comme Noël chez nous. Tout est fermé, personne ne travaille. Je sais pas si vous travaillez avec des gens qui sont en Chine. Moi, je travaille avec certaines personnes qui sont là-bas et pendant un mois, personne n'est joignable. Faut vraiment pas avoir de problème pendant le Nouvel An. Je vous ai dit, en Chine, c'est une période qui est super festive pour tout le monde. Il y a des spectacles, il y a des feux d'artifice et il y a une tradition qui est d'aller visiter ses ancêtres, de nettoyer les cimetières et de leur apporter des offrandes pour que leur vie dans l'au-delà se passe correctement. Enfin, je dis tradition, mais je sais pas si c'est traditionnellement ou religieusement, mais c'est un truc qui se fait à cette période-là précise de l'année. Le 15 février au soir, le père de Coco lui propose de venir avec lui au cimetière visiter sa femme, donc la maman de Coco. Coco lui explique qu'il est occupé pour le moment et lui dit qu'il le rejoindra un peu plus tard. Mais il a un tout autre plan en tête. Après le départ de son père, il se pose à la fenêtre et observe la famille Wang. Une voiture s'arrête dans l'allée, c'est le frère aîné et le frère cadet qui arrivent pour fêter le Nouvel An avec leurs parents et leur famille. Tous deux partent ensuite au cimetière pour honorer leurs ancêtres et c'est le moment que Coco choisit pour les suivre. Il prend avec lui un chapeau, un masque et ses couteaux et va jusqu'au cimetière. Là-bas, il se jette tout d'abord sur le fils aîné et le plante à plusieurs reprises dans l'abdomen. Le fils cadet, vous savez, celui qui est parti en prison, entend les cris de son frère, va voir ce qui se passe et il lui arrive exactement la même chose. Après ça, Coco redescend au village, toujours avec son grand couteau et cette fois-ci, il s'attaque au père Wang qui était assis devant chez lui et qui était âgé de 71 ans. La mère Wang sort quant à elle pour voir ce qui se passe parce qu'elle a entendu du bruit devant chez elle et Coco ne lui fera aucun mal et lui expliquera même qu'il ne s'en prend pas aux femmes. Après ça, il récupère un bidon d'essence et met le feu à la voiture du grand frère Wang. Par la suite, Coco rentre chez lui, il prend la fuite et est introuvable pendant 2 jours et au bout de 2 jours, il se rend au policier de lui-même. D'ailleurs, quand on lui demande où est-ce qu'il était pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 jours, il dit qu'il a regardé les feux d'artifice parce qu'il savait qu'il ne les reverrait plus jamais. Il a profité de ces 2 derniers jours de liberté pour apprécier la beauté du Nouvel An lunaire. C'est triste un peu, non? Il est arrêté et placé en détention provisoire en attendant son procès. Le procès s'ouvre et tenez-vous bien parce qu'il y a pas mal de trucs qui foutent la rage. L'argument principal de la défense de Coco, c'est les PTSD qu'il a à cause du décès de sa mère. Il ne s'en est jamais remis. Pendant 22 ans, il a expliqué à tout le monde qu'il allait la venger. Il n'a jamais reçu de soutien psychologique et c'est clairement à cause de ça qu'il est passé à l'acte. À mon humble avis, je pense que c'est une défense qui est totalement recevable, mais on va leur répondre que tout ce qu'ils ont raconté, c'était bullshit. Pour le procureur, Coco était tout simplement jaloux de la réussite des Wang. Pour eux, il n'a pas fait ça par vengeance puisqu'il a laissé en vie l'enfant du milieu, tout en sachant que pendant toutes ces années, ils l'ont accusé d'avoir tué la maman Zhang. Pourquoi a-t-il épargné l'assassin de sa mère s'il souhaitait réellement se venger? Pendant tout le procès, ils le font passer pour un fou et c'est le moment que choisit l'enfant du milieu pour avouer que c'est bien lui qui a tapé à la tête Madame Zhang. Son frère, à l'époque, l'a effectivement couvert. C'est durant ce même procès que la sœur de Coco va donner sa version de l'histoire puisqu'elle-même était présente au moment de la bagarre. Elle explique que sa mère n'a jamais craché au visage du fils Wang et que c'est lui qui a commencé à l'attaquer en premier. Elle s'est simplement défendue. Le procès soulève les foules en Chine. Beaucoup de gens sont du côté de Coco. Ils comprennent très bien que malgré le fait que plus de 20 ans se soient passés, Coco ait toujours cette rancœur à l'intérieur de lui puisqu'il n'a plus jamais été le même après ça. D'autres personnes mettent en avant le fait que se faire justice soi-même, ce n'est pas la justice. La dette pour le décès de Madame Zhang a été payée il y a des années, le fils cadet a effectué ses 7 ans de prison, ils ont reçu l'argent, il fallait passer à autre chose. Mais rassurez-vous, majoritairement les gens sont du côté de Coco. Après plusieurs jours de débat et d'humiliation pour Coco, le verdict tombe et il est condamné à la peine capitale.
Son avocat décide de faire appel immédiatement de la décision et un second procès s'ouvre en avril 2019. À l'issue du procès en appel, la peine est confirmée. Zhang Koko est condamné à la peine capitale pour ce triple homicide qui était selon eux prémédité. Enfin, je dis selon eux, il a préparé sa vengeance pendant 22 ans, donc oui, effectivement, c'était prémédité. Cette décision est extrêmement controversée dans le sens où, pourquoi c'est pas ok quand cet homme prend la vie de 3 personnes pour venger la mort de sa mère, mais c'est ok quand c'est l'État qui le fait. Ça a créé un gros débat autour de la peine de mort en Chine et en juillet 2019, soit 3 mois après son procès, Zhang Koko est exécuté à l'âge de 37 ans. Ses derniers mots étaient à l'attention de son père. Il a dit « Papa, tout va bien ». Après ça, Koko a été incinéré et ses cendres reposent actuellement à côté de sa maman. Bon, si vous en êtes arrivé jusque-là de cette histoire, merci beaucoup. Et je vais vous donner mon avis sur tout ça. Faut savoir que je suis absolument contre la peine capitale, donc pas du tout en accord avec la décision de la justice chinoise. Et le débat qu'il y a eu dans les médias après la condamnation de Koko, à savoir si oui ou non l'État peut prendre la vie de quelqu'un en échange d'une autre, je trouve fort intéressant. Parce qu'effectivement, la loi du talion, ça n'avance à rien, mais dans ce cas-là, pourquoi l'État a ce droit ? Deuxièmement, vous savez, souvent on se dit s'il arrive quelque chose à un membre de ma famille, je retrouve le gars qui a fait ça, je lui fais exactement la même chose. C'est ce qu'a fait Zhang Koko. Et moi, en toute sincérité, je suis en train de me demander vraiment si j'aurais été capable de le faire. Parce qu'on parle beaucoup, mais quand on est dans l'action, c'est complètement différent. Et cet homme, pendant 22 ans, il a peaufiné son plan pour pouvoir venger sa maman. Apparemment, il lui avait fait une promesse sur sa tombe, il l'a tenue. Dites-moi en toute sincérité si vous aussi vous l'auriez fait au péril de votre vie. Dernière petite parenthèse sur le papa de Zhang Koko, il vit tout seul maintenant, il a perdu son fils et sa femme. Il ne peut toujours pas prendre sa retraite parce qu'il ne gagne pas assez d'argent. Il y a un reportage où il montre le temps qu'il a investi, l'argent qu'il a investi pour construire un deuxième étage à sa maison. Il a tout fait de ses propres mains pour Koko, pour son fils, parce qu'il voulait qu'il se marie et qu'il s'installe à l'étage de sa maison. Apparemment, en Chine, quand t'es un homme et que tu n'as pas ton propre appartement, tu ne peux pas te marier. Le père de Koko lui a fait construire justement ce deuxième étage pour qu'il puisse se marier et qu'il s'y installe. Il vit en quelque sorte prisonnier de sa propre maison avec le fantôme de sa femme et de son fils et la maison de ses voisins juste à côté. C'est tellement triste pour lui. Bref, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok, c'est là où je suis le plus active. Si vous avez des suggestions d'histoires, n'hésitez pas à me les envoyer en DM. J'essaye de répondre à tout le monde. Et voilà, portez-vous bien jusqu'à la prochaine histoire. Bisous, besties!